Et oui, bonjour à tous. Je suis de retour aussi sur la matinale. Donc, pensez, chers amis, avec la matinale qui a commencé, nos premiers invités qui arrivent à mettre le pouce sous la vidéo et ainsi de la partager, de partager cette matinale de Géopolitique Profonde sur tous vos réseaux. Je suis très content de pouvoir reprendre et d'être ressuscité après être tombé malade en passant par les germes parisiens et bien de pouvoir m'entretenir avec Finn Andren. Bonjour, Finn. Bonjour Raphaël, comment allez-vous? Beaucoup mieux, comme je l'ai dit, à la fois au niveau de la santé et aussi du retour après avoir traversé les rues parisiennes où malheureusement à chaque voyage, même si la France reste un pays, mon pays de cœur, eh bien je vois à chaque fois la destruction progressive quand on traverse les ruelles, quand on va dans différentes villes, on voit l'effondrement progressif. Hein. Là, quand on voit le fameux rapport qui a été diffusé, et je vous invite à regarder l'excellente synthèse de Marc Vanguard, maintenant qui devient un statisticien de référence sur les réseaux comme X, qui a fait une synthèse sur les chiffres, par exemple, de l'immigration, eh bien, on peut voir malheureusement l'influence majeure que ça a sur l'aspect sociétal, avec des personnes qui errent sans but un peu partout dans nos magnifiques villes, ce qui reste un peu fortement inquiétant, parce qu'il y a toujours une dimension un peu philadelphienne, j'ai envie de dire, lorsqu'on peut voir des zombies qui se baladent. Mais bref, voilà, on sait que ça fait partie du projet de nos élites cosmopolites, plus précisément. Donc, cher Finn Andren, donc on a pu terminer la revue de presse en parlant de l'aspect géopolitique et de l'actualité autour du Moyen-Orient. Je pense que là, vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Donc, Donald Trump qui revient à la charge avec ses propos, donc des propos un petit peu plus clairs sur le fait que les États-Unis souhaitent prendre en main la situation et prendre le contrôle de la situation à Gaza, avec Donald Trump qui explique que ce serait pour favoriser la reconstruction. On rappelle qu'il avait aussi proposé aux Gazaouis, aux Palestiniens, de quitter la zone qu'ils considèrent comme une zone de démolition. Et on a vu les pays arabes aux alentours refuser, bien évidemment, hein, ce n'est pas une surprise ni une nouveauté, refuser cette proposition. Donc, Finn, tout d'abord, à chaud, avec cette déclaration qui date de la veille de Donald Trump, que pensez-vous de ces nouveaux propos, hein, toujours assez percutants de Donald Trump, hein, qui, sur tous les sujets qu'il aborde depuis qu'il est le président de manière effective, donc tous les sujets, il les aborde de manière radicale et surtout avec une position très claire de les États-Unis gèrent toutes les situations. Oui, c'est évidemment l'annonce choc, puisqu'on a du mal à imaginer comment cela peut se réaliser. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est des choses qui se font sans prendre en compte du tout la volonté des Gazaouites et plus généralement des Palestiniens. Je trouve que déjà, c'était suffisamment choquant d'avoir Netanyahou comme étant le premier invité étranger à la Maison-Blanche lors de ce nouveau mandat Trump, parce qu'il ne faut pas oublier que Netanyahou est quand même responsable de ce qui se passe, en grande partie responsable de ce qui se passe. C'est la volonté politique derrière ce qui se passe à Gaza et d'ailleurs également en Cisjordanie, mais surtout à Gaza, au Liban, en Syrie. Cet expansionnisme extrêmement agressif d'Israël, ce sont des plans qui existent déjà depuis longtemps, mais avec des conséquences humaines absolument effroyables. Je pense que tout le monde a vu les images des Palestiniens et des bébés, des femmes, c'est absolument atroce. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'il est en investigation pour crimes contre l'humanité et génocide. Et donc, évidemment, les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, même s'ils sont prêts à la sanctionner, dans le cas de Netanyahou. Donc, ils ont tout à fait, disons, légalement le droit d'accepter Netanyahou sur leur territoire, mais néanmoins, c'est assez choquant, et même si c'est pas surprenant, et en même temps, c'est quelque chose qui devrait quand même susciter des réactions. Ensuite, des annonces de Trump. Effectivement, là, on voit à nouveau un petit peu la politique bipartisane américaine dont je parle. Hein. Il faut toujours voir que la politique américaine à l'étranger, elle a toujours été donc assez commune entre les démocrates et les républicains. Elle prend une forme différente sous Trump. Trump
et a quand même un style qui est tout à fait le sien, qui est très différent des politiques traditionnelles qui ont plus de facilité à cacher leur jeu ou qui souhaitent plus cacher leur jeu. Mais faut se rappeler que dans ce cas précis, des Gazaouites qu'il faudrait déplacer, donc il y avait Blinken, le ministre des Affaires étrangères, donc le secrétaire d'État de Biden, qui l'année dernière a fait la tournée des popotes en Jordanie et en Égypte pour leur demander d'accueillir des Palestiniens. Donc en fait, l'idée n'est pas du tout nouvelle, n'est pas du tout aussi choquante qu'elle puisse paraître, elle n'est pas du tout nouvelle. C'est ce que l'administration démocrate de Biden voulait faire. Il y a eu cette réunion entre Biden et le général Al-Sisi, donc président d'Égypte, installé par les États-Unis, il faut le rappeler. Ils ont eu une réunion donc au Caire il y a un an, à peu près un an et demi, donc c'était après le 7 octobre 2023, donc c'était fin 2023 probablement, je ne me rappelle plus la date exacte, mais la mission principale de Blinken à l'époque, c'était d'essayer de convaincre le général Al-Sisi, donc le président d'Égypte, d'accepter de prendre d'une manière permanente des Palestiniens. Donc, il a fait la même chose en Jordanie. Le général Al-Sisi a très mal réagi. Donc, ça va être très intéressant de voir la réaction maintenant, puisque la pression va augmenter sur l'Égypte. Mais à l'époque, donc il y a un an et demi, l'Égypte a dit non. Ils ont été d'ailleurs assez furieux quant aux propositions de Blinken, de Anthony Blinken. Donc, ce que fait maintenant Trump, c'est tout à fait dans la lignée du Parti démocrate. Ils souhaitent donc faire table rase. Ils veulent tout simplement évacuer tous les Gazaouites de Gaza. C'est comme si on disait, nous allons évacuer tous les Bretons de Bretagne. Non mais c'est absolument incroyable, c'est inconcevable. Ils n'arrivent pas à comprendre que les Gazaouites se sentent chez eux à Gaza. Gaza est leur terre. Aussi inimportant que cette terre puisse paraître pour les Américains ou pour Trump, il n'a pas le droit de questionner cela. C'est la terre des Gazaouites. Ils ont montré à de nombreuses reprises ces dernières années, et notamment donc à partir de ce carnage qui a lieu, qu'ils ne souhaitent pas se rendre, ils souhaitent résister, ils souhaitent vivre sur leur terre. Donc, Trump montre une insensibilité incroyable et un positionnement complètement pro-israélien, parce que ce plan, c'est un plan israélien dès le départ. Hein. Les États-Unis, Israël, ce sont des pays qui sont unis comme des frères siamois en ce qui concerne la politique, les intérêts d'Israël et la politique au Moyen-Orient. Donc là, Trump ne fait que vraiment répéter le souhait en fait de Netanyahou. On a bien vu le visage. Je ne sais pas si vous avez vu le visage de Netanyahou lorsque Trump parlait d'évacuer 1,6, 7 ou 1,8 millions de Gazaouites, il était au 7e ciel. Il arrivait à peine à contenir un sourire, Netanyahou, lorsque Trump faisait ce genre de déclaration. On a eu cette déclaration aussi d'autres lors de l'ancienne présidence Trump. On se souvient Donald Trump qui avait justement fait plutôt grincer les dents de Benjamin Netanyahou lorsqu'il avait expliqué que cette guerre était atroce et que la population palestinienne souffrait. Ça datait d'il y a quelques années. Donc là, c'est sûr qu'on voit quand même un soutien affiché à Benjamin Netanyahou. Quel est votre regard ou jugement aussi avec l'accueil donc de Benjamin Netanyahou à Washington, alors que dans le même temps, il faut le rappeler, il y a un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale avec l'unanimité des juges. Donc on voit quand même sur la scène internationale un Benjamin Netanyahou qui n'est pas forcément autorisé à se déplacer ou qui pourrait se retrouver arrêté. Et là, donc Netanyahou qui se déplace aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait vraiment penser qu'il pourrait y avoir une sorte d'alliance ou alors des actions de Donald Trump qui peuvent vraiment servir les intérêts d'Israël, ou alors Trump pourrait simplement, là c'est ce qu'on observe sur différents terrains géopolitiques et économiques, c'est-à-dire servir ses propres intérêts et les intérêts des États-Unis, c'est-à-dire voir certes un accueil de Netanyahou, mais peut-être s'attendre à des négociations qui pourraient apparaître, c'est-à-dire ça c'est souvent la situation avec Donald Trump, entre les propos et les actes, on voit souvent de grandes différences, des annonces chocs et des actions qui peuvent être radicalement différentes. Est-ce qu'on pourrait avoir une certaine surprise sur le fameux sionisme de Trump ?
Moi, je ne vois pas de surprise. Euh, je pense que Trump est tout à fait lié à la cause sioniste. Il faut se rappeler aussi que son beau-fils, Kouchner, est le père de son beau-fils, qui est une personne, un homme d'affaires sioniste de New York, euh, sont très présents autour de lui. Et donc, il a le sionisme dans la famille, même, je dirais. Il a grandi à New York, qui est traditionnellement aussi un État et une ville où le sionisme a eu une très forte présence, avec le IPAC qui est très présent dans cette ville. Donc, et ensuite, il faut regarder le premier mandat de Trump. Il a quand même déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et ceci était une demande d'Israël auprès des États-Unis depuis de très longues années. Et pas un seul président américain avait eu l'audace de réaliser cela, et Trump l'a fait. Et donc ceci, si ce n'est la plus forte preuve de son sionisme, parce que justement, on sait très bien que Jérusalem est une ville divisée. C'est une ville qui en fait se trouve en Cisjordanie. Donc en fait, mettre l'ambassade à Jérusalem, c'est déclarer au monde entier que les États-Unis considèrent le Jérusalem comme entière, comme appartenant à Israël. Et cela, évidemment, c'est prendre position à 100% pour Israël. Ensuite, il faut voir aussi les actions de Trump pendant son premier mandat en Syrie, où il a, où il a rendu la vie très difficile pour Bachar al-Assad, en instaurant des sanctions, en occupant son territoire. Il a également commandé l'assassinat du général Soleimani, euh, iranien, qui était en mission diplomatique en Irak. En mission diplomatique. Donc, vous avez un chef d'État qui ordonne donc l'assassinat d'un des leaders en mission diplomatique dans un autre pays. Et c'est absolument incroyable en réalité. C'est les actions d'un État voyou. Et donc là, en fait, Trump a été très fortement influencé par justement cette politique israélienne, mais également par des personnes autour de lui, Bolton et autres. Peut-être ce sont des personnes. Bon, maintenant, ces personnes sont écartées. Donc effectivement, je pense qu'il est conscient qu'il a pris certaines décisions lors de son premier mandat qui n'étaient pas forcément les meilleures, même si je ne sais pas réellement s'il regrette d'avoir assassiné Soleimani. Il l'a jamais dit. Au contraire, il a dit que Soleimani était responsable de toute une série de crimes. Et donc, voilà. Donc, c'était légitime de l'éliminer de la face de la Terre. C'est une manière de voir le droit qui est absolument pervers en réalité. Et c'est typiquement cette manière de l'hégémon américain de voir le droit. Il s'exprime de cette manière, il agit de cette manière. Et il faut à nouveau dire hein, que les Américains ont toujours agi de cette manière sur la scène internationale. Ils ont déjà assassiné des présidents en Amérique latine parce que c'était des candidats ou des présidents qui ne les, disons, qui passaient pas à Washington. Ils ont essayé d'assassiner Castro, je ne sais pas combien de fois. On ne saura réellement jamais la vérité de cela, mais c'est tout juste pour expliquer que c'est un comportement, celui de Trump, qui est, pour moi, euh, disons, très aligné avec Israël, et je ne vois pas aujourd'hui de signes qui pointeraient dans une direction contraire. Bon, il est tôt encore dans l'administration Trump. Ce que je pourrais dire, c'est que je pense que Trump a quand même d'autres chats à fouetter. Donc, si nécessaire, en tout cas, je pense que ce qu'il veut, c'est la paix, mais pas pour aider les Palestiniens. Il veut la paix au Moyen-Orient, tout simplement parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Il a cette relation antagoniste avec la Chine qu'il faut gérer, et qui va sûrement escalader pendant son mandat. Et surtout, il a ses affaires internes. Le gros mandat de Trump
pour lequel il a été élu, il faut le rappeler, hein, de la part de la population américaine, c'est de s'occuper du marécage, du swamp, c'est de s'occuper de cet état profond. Et on voit très bien avec Elon Musk et d'autres, avec éventuellement la nomination de Kash Patel au FBI, on voit réellement déjà maintenant des actions qui sont prises plus qu'à l'étranger, des actions qui sont prises à l'intérieur des États-Unis, où il y a une transformation en cours. Bon, on verra bien jusqu'où ça pourra aller, parce qu'il est tôt encore, comme je viens de dire. Donc voilà. Donc pour revenir à Israël, je pense que l'objectif de Trump, c'est réellement de calmer le jeu. Mais c'est évident, c'est très difficile quand on soutient Israël à un tel point, et je ne vois pas comment les Palestiniens vont accepter d'être déplacés. Je ne vois pas comment ils vont accepter. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment l'Égypte et la Jordanie vont accepter, parce que la Jordanie, s'ils acceptent plus de Palestiniens, il faut rappeler que la Jordanie, c'est un pays qui est déjà en gros, pas occupé, mais habité par des Palestiniens et des descendants des Palestiniens qui ont été chassés de leur maison en 1948. Donc, accepter encore plus de Palestiniens pour la Jordanie pourrait mettre même en péril le régime ou, disons, le gouvernement du roi actuel. Et en Égypte, je pense que l'Égypte, évidemment, aussi, il y a une population égyptienne, la rue du Caire, qui est évidemment très, disons, contre les actions d'Israël, mais le gouvernement égyptien ne prend pas des mesures suffisamment fortes, ne prend pas de position suffisamment forte à l'international, et ceci agace énormément la rue qui est évidemment très pro-palestinienne. Donc, si l'Égypte acceptait des centaines de milliers de Palestiniens, ce serait comme, disons, avouer à peu près une défaite face à Israël. Et ça serait complètement inacceptable pour la rue égyptienne, et on sait très bien ce que la rue égyptienne est capable de faire. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé Tahrir Square, donc en 2011, avec une révolution pratiquement qui était la suite du printemps arabe.